J'ai perdu ma virginité le jour de mon mariage, mais ce n'était pas avec mon fiancé, et vous ne devineriez jamais avec qui, même dans vos pires cauchemars. C'était quelqu'un qui vivait sous le même toit que moi depuis mon enfance. Quelqu'un à qui ma mère servait le repas chaque jour. Quelqu'un qui s'asseyait à notre table, feignant la respectabilité, alors qu'il planifiait de briser une enfant innocente. C'était la personne que j'aimais profondément, celle qui me faisait faire des tours de bicyclette sur son porte-bagages, que j'admirais comme un héros personnel. Mais derrière ce sourire protecteur et ces paroles douces, derrière ces gestes que je croyais innocents, se cachait un monstre qui attendait juste le bon moment pour me dévorer. Et ce moment est arrivé précisément le jour qui aurait dû être le plus sacré de ma vie. Ce qui s'est passé ensuite, disons simplement que cette personne n'a plus jamais dérangé quiconque. Parce que lorsque j'ai décidé de parler, même en sachant que cela ferait exploser ma famille, même en sachant que le village entier serait bouleversé, la justice est arrivée d'une manière inattendue. Ce n'était pas la justice des tribunaux, ni celle des hommes en costume-cravate. C'était une justice plus brute, plus définitive. Une justice qui surgit quand des hommes, ayant eux aussi des filles, des sœurs, des épouses, réalisent quel genre de créatures abominables partageaient leur air. Mais avez-vous le cœur pour entendre comment ce monstre a payé? Ce qui lui est arrivé en prison était si violent, que j'en frissonne encore. Et pourtant, cela m'a donné une paix que je n'aurais jamais cru possible. Bonjour mes chers, je suis Zénobie, mais tout le monde m'appelle Mamie Zéno ici. J'ai 7 printemps et j'habite à CFIN dans une petite maison simple, mon petit coin à moi. Je suis assise sur ma terrasse dans le fauteuil à bascule que mon Philémon m'a offert. Le pauvre, cela fait si longtemps déjà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à vous tous, sur quelque chose que j'ai gardé pour moi plus de 50 ans. Dites-moi, d'où me regardez-vous? Je suis curieuse. J'imagine certains d'entre vous dégustant un petit café, comme j'aime le faire chaque après-midi. Je veux que vous vous sentiez bien ici, avec moi. Parce que ce que je vais raconter n'est pas facile, mais il fallait que cela sorte de ma poitrine, une bonne fois pour toutes. Vous devez vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à cette vieille femme? Eh bien, mes chers, c'était quelqu'un de ma propre famille, qui a gâché le jour qui aurait dû être le plus beau de ma vie. Quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur, que je respectais profondément, que je croyais toujours protecteur. Mais qui ne l'a jamais été. Mes chers, vous n'avez pas idée de la douleur, de réaliser que la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde, celle dans les bras de qui vous couriez après un cauchemar, celle à qui vous demandiez chaque jour sa bénédiction avant de quitter la maison, cette même personne peut vous regarder droit dans les yeux, et vous détruire de la pire des manières. C'est une douleur sans nom, une blessure qui ne trouve jamais de pansement, qui colle à l'âme comme une cicatrice éternelle. Imaginez une petite fille qui grandit en croyant que la famille est sacrée, que son grand frère est une protection infaillible, que sous le toit où elle est née, rien de mal ne peut arriver. C'est ainsi que je pensais, mes chers. C'est ainsi que je vivais, jusqu'au jour où j'ai compris que le monstre était là, dans la maison depuis toujours, assis à la même table, mangeant la même nourriture, récitant le même « Notre Père », prétendant être quelqu'un de bien, alors qu'il préparait ma destruction. Et le pire, vous savez ce que c'est? Quand un tel crime se déroule au cœur même de la famille, il n'y a nulle part où fuir. Parce que c'est votre parole contre la sienne, votre version contre celle du fils modèle, du frère que tout le monde admire, du fils qui n'a jamais fait scandale. Qui croirait une hystérique face à un homme respecté? C'est exactement ce qu'ils font avec nous. Ils veulent nous convaincre que nous sommes folles, que nous inventons, que nous exagérons. Et imaginez, après qu'il m'ait fait ce qu'il a fait, et quand je dis ce qu'il a fait, je parle de l'horreur absolue, il n'existe pas de mot plus fort, j'ai dû prendre une décision terriblement difficile. Une décision qui allait bouleverser ma vie, et celle de tous ceux que j'aimais. Parce que je savais qu'une fois la vérité prononcée, il n'y aurait aucun retour en arrière. Ce serait comme lâcher une bombe au milieu de la famille, et voir les éclats voler dans toutes les directions. Je pouvais garder le silence jusqu'au bout de ma vie, avaler cette douleur, faire semblant que rien ne s'était passé, porter ce poids jusqu'au dernier souffle, et enfin, au moment le plus sacré pour une femme, dire la vérité devant tout le monde, dans l'église pleine. Mais pensez-vous que je suis restée sage et silencieuse comme une petite sainte? Pas du tout. J'ai ouvert la bouche et tout raconté, absolument tout, sans rien épargner, sans rien cacher. Et vous ne pouvez imaginer ce que c'était, ces secondes avant de prendre cette décision, debout dans la salle de l'hôtel, avec tous les regards braqués sur moi,
attendant que je dise oui à l'homme que j'aimais, alors qu'à l'intérieur je hurlais de douleur, de colère et de désespoir. C'était comme si deux forces s'affrontaient en moi. L'une me poussait à tourner la page, à oublier et à reprendre le fil de ma vie. L'autre me hurlait que je ne pouvais pas bâtir un mariage sur un mensonge. Comment aurais-je pu croiser le regard de Philémon, cet homme merveilleux qui m'aimait sincèrement, en prétendant être la jeune fille pure qu'il pensait épouser? Comment aurais-je pu partager la nuit de noces avec lui, alors que quelques heures plus tôt, mon propre frère m'avait violée de la façon la plus brutale? Comment aurais-je pu porter ce secret répugnant tout au long de mon existence? Le pire, c'est qu'il était convaincu, absolument certain que je garderais le silence. Il connaissait l'éducation que j'avais reçue. Il savait que j'étais issue d'une famille respectable, qu'on m'avait appris à ne pas faire de scandale, à rester discrète. Il misait tout sur ma peur, ma honte, pensant que j'étais une femme comme les autres, capable d'avaler ses larmes et de continuer sa vie comme si rien ne s'était produit. Mais il ignorait une chose, qu'à l'intérieur de cette petite vieille, une lionne sommeillait. Une lionne capable de dormir, mais quand elle se réveille, quand elle est provoquée, malheur à celui qui se trouve sur son chemin. Et ce jour-là, dans cet hôtel, cette lionne s'est éveillée avec une soif de justice que je ne soupçonnais même pas. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment terrible, il faut que je remonte au début de ma vie. Vous verrez alors que parfois, le mal se cache juste sous notre nez, il grandit, se nourrit et attend le moment parfait pour frapper. Le monstre qui m'a détruite ne venait pas de l'extérieur. Il a grandi sous le même toit, bu le même lait, joué dans les mêmes cours, écouté les mêmes histoires avant de dormir. Je suis née en 1947, dans une famille très traditionnelle à Kfin, à une époque où une fille naissait avec son destin déjà tracé, voir des enfants et obéir à son mari jusqu'à la fin de sa vie. Nous étions 6 à la maison, mes parents et nous, 5 enfants. J'étais le bébé de la famille, la seule fille entourée de 4 frères. Et à l'époque, cela voulait dire, j'étais la petite princesse, la protégée, celle qu'on devait garder comme un trésor. Quelle ironie amère de la vie, être protégée précisément par celui qui allait me détruire. Mon père, Théophraste, que Dieu ait son âme, était un homme bon comme on n'en fait plus, mais d'une sévérité absolue. Peu de mots, beaucoup de travail. Il passait ses journées penché sur sa machine à coudre, confectionnant des costumes pour les messieurs élégants de la ville, toujours concentré, prenant la vie avec sérieux. Ses mains étaient toujours marquées par le travail, couvertes de petites coupures d'aiguilles et de traces de fil, et l'odeur du tissu neuf s'accrochait à ses vêtements comme un parfum discret. Il se levait avant l'aube et ne s'arrêtait que lorsque la nuit enveloppait la maison. Un homme travailleur, convaincu que l'honnêteté et l'effort pouvaient ouvrir toutes les portes de la vie. Pauvre père, il ignorait qu'au sein même de son foyer, une créature sournoise grandissait, prête à ternir à jamais le nom qu'il s'efforçait de maintenir intact. Dans l'éducation de ses enfants, il ne laissait passer aucune faute. « Mes enfants doivent être droits », disait-il souvent. Ils doivent respecter leurs aînés, protéger les plus jeunes et ne jamais, jamais, déshonorer le nom de la famille. Quelle souffrance aurait été la sienne en découvrant qu'un des fils qu'il chérissait avait trahi tout ce qu'il avait enseigné. Ma mère, scolastique, comme elle me manque aujourd'hui, aidait aux dépenses familiales en cousant des robes pour les dames de la haute société. Bénie femme, elle travaillait autant que mon père, mais devait encore s'occuper de la maison et de 5 enfants. Je l'ai vue grandir penchée sur dentelle et broderie, une épingle entre les lèvres, une règle à la main, les doigts calmes et précis, et cette patience infinie que seule une mère peut posséder. C'était elle qui organisait la maison et veillait sur notre éducation, particulièrement la mienne. Zénobie, répétait-elle souvent, tu dois être encore plus prudente que tes frères. Une jeune fille qui se respecte ne laisse jamais aux mauvaises langues la moindre ouverture. Elle me préparait à affronter le monde extérieur, sans savoir que le danger le plus grand se trouvait à l'intérieur, déguisé en membre de la famille. Elle m'a appris à broder, à cuisiner, à tenir une maison, mais par-dessus tout, elle m'a enseigné l'honneur et la dignité, comment se comporter comme une jeune fille de bonne famille. Ta réputation est ton bien le plus précieux, répétait-elle. Une fois perdue, on ne la retrouve jamais. Chaque parole restait gravée dans mon cœur, persuadée que suivre ces règles me protégerait de tout mal. L'éducation que j'ai reçue était stricte, rigoureuse, d'une époque où une jeune fille convenable ne pouvait échanger un mot avec un garçon sans qu'un adulte supervise chaque regard et chaque phrase. Imaginez, je n'avais jamais été seule avec un homme avant le jour de mon mariage, pas une seule minute. C'était un autre temps, vous savez, un temps où l'on obéissait sans discuter,
où le mariage se prenait au sérieux pour toute la vie, où une jeune fille gardait sa pureté comme un trésor. J'avais grandi en croyant que toute cette surveillance venait de l'amour, de la protection, que mes parents et mes frères faisaient cela pour moi, pour que je sois préservée pour un futur époux digne de moi. Jamais il ne m'était venu à l'esprit que cette protection pouvait être inutile si le danger venait de l'intérieur, de la maison elle-même. Mes frères étaient tous plus âgés et chacun avait sa manière de me garder. Abélard, 3 ans de plus, était joueur mais devenait jaloux dès qu'un garçon me regardait. Timoléon, 5 ans de plus, était plus sérieux, prêt à employer la force si nécessaire pour me défendre. Chrysostome, 6 ans de plus, plongé dans ses livres, veilla aussi sur moi discrètement. Mais celui que je vénérais le plus, celui que je considérais comme mon ange gardien, c'était Népomène. Il avait 8 ans de plus que moi. Quand j'étais une petite fille de 8 ans, lui était déjà adolescent, 15 ou 16 ans, avec cette autorité naturelle qui imposait le respect. Et mon Dieu, combien je l'admirais! Népomène était la fierté de la famille, admiré dans tout le village. Intelligent, travailleur, respecté de tous, du maire au dernier villageois. On le citait en exemple, regardez Népomène, quel jeune homme! Si tous étaient comme lui, le monde irait mieux. Et moi, je rayonnais de fierté en entendant cela. C'était mon frère, pensais-je, toute fière. Cet homme merveilleux, admiré de tous, était mon grand frère. Comme j'étais naïve, comme j'étais innocente. Je croyais le connaître, pensais savoir qui il était sous ce masque impeccable qu'il affichait pour tous. C'était lui qui m'accompagnait à l'école quand il pleuvait, pédalant doucement pour que je n'aie pas peur, s'arrêtant toujours à ma porte pour s'assurer que j'étais entrée avant de repartir. C'était lui qui faisait fuir les garçons qui me dérangeaient, avec ce visage et cette présence qui imposaient le respect. C'était lui qui rapportait des bonbons du centre-ville, toujours pensif de sa petite sœur, toujours souriant, toujours tendre. Pour moi, il était un héros, mon protecteur personnel, mon chevalier. Quand j'avais un cauchemar, c'était vers lui que je me tournais. Quand quelqu'un me taquinait à l'école, je courais vers lui, pleurant. Je rêvais que le jour venu, j'épouserais un homme comme lui, fort, protecteur, respecté, capable de veiller sur moi comme il l'avait fait. Jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé que ce même frère serait un jour mon bourreau, que les mains qui me protégeaient me feraient souffrir de la manière la plus cruelle. Que la bouche qui m'avait consolée en pleurs prononcerait un jour les menaces les plus terribles qu'une femme puisse entendre. Que le même frère qui chassait les garçons trop audacieux loin de moi se révélait être le loup le plus dangereux de tous. Pendant toutes ces années, il a façonné cette image parfaite, construit cette réputation irréprochable. Non seulement pour moi, mais pour toute la famille, pour tout le village. C'était comme s'il savait qu'un jour il aurait besoin de cette armure, de toute cette crédibilité, pour que le moment venu, personne ne puisse imaginer qu'il serait capable de la monstruosité qu'il avait en tête. Vous comprenez la logique diabolique? Plus il était respecté, plus il semblait irréprochable. Et plus il serait difficile à quiconque de croire qu'il aurait pu me faire ce qu'il a fait. C'était un plan longuement mûri, pensé sur des années, construit brique par brique, un rempart de respectabilité qui semblait infranchissable. Quand j'ai atteint la vingtaine, mes parents ont commencé à se préoccuper de mon mariage, comme il était d'usage à l'époque. À cette époque, une jeune fille qui ne se mariait pas avant 25 ans était jugée vieille fille, une honte pour la famille, un poids sur la conscience des parents. Certains se demandaient si j'avais un défaut caché, si j'étais trop difficile, trop exigeante. La pauvre, me disait-il, elle va rester seule. C'est alors que Philémon est entré dans ma vie, tel un cadeau de Dieu. Fils d'une famille amie de mes parents, connu, respecté, de bonne extraction. Un jeune homme sérieux, travailleur, à la moralité irréprochable, menant une vie tranquille et prometteuse. Tout ce que des parents pouvaient souhaiter pour leur fille, stabilité, respect, bonne famille. Et savez-vous qui a été le premier à donner sa bénédiction à cette union? Népomène. Ce garçon est parfait pour Xénobie, disait-il à nos parents. Il est sérieux, travailleur, il prendra soin d'elle. À l'époque, je trouvais cela touchant, que mon frère se soucie de mon bonheur. Aujourd'hui, je sais que derrière ce sourire protecteur, il planifiait déjà comment semer le mal dans ma vie avant même qu'elle ne commence. Les fiançailles se sont déroulées avec toute la solennité qu'exigeait une famille convenable. Philémon venait à la maison le dimanche, s'asseyait dans le salon pour discuter avec moi, toujours sous l'œil vigilant de mes parents, jamais seul, jamais sans surveillance. Nous avons correspondu par lettres pendant presque 2 ans avant les fiançailles. Parfois,
C'était Népomène lui-même qui portait mes lettres à la poste, affirmant vouloir aider sa petite sœur amoureuse. Quand Philémon a demandé ma main, ce fut une véritable fête à la maison. Enfin, j'allais me marier, rendre mes parents fiers, quitter la maison en jeune fille honorable pour fonder ma propre famille. Et qui, croyez-moi, était le plus ravi de mes fiançailles? Népomène. Ma petite sœur sera la plus belle mariée de Champagne-Ardenne, disait-il en me serrant contre lui, me couvrant de compliments. Aujourd'hui, je comprends enfin pourquoi il affichait un tel enthousiasme. Ce n'était pas de la joie pour mon bonheur, pour ma réussite. C'était la satisfaction froide d'un esprit malveillant, celui qui savait déjà comment transformer le plus beau jour de ma vie en cauchemar. Il avait tout planifié avec précision, chaque geste, chaque instant, calculé dans les moindres détails. Et moi, je restais là, innocente, confiante, aveuglée par mon héros, mon protecteur, sans percevoir que le démon se cachait derrière ce masque. Les préparatifs du mariage ont occupé plusieurs mois. Maman a cousu ma robe avec une patience et un amour infini. Simple et élégante, elle portait cette touche unique que seule elle savait créer. Toute la famille participait aux préparatifs. Ce serait une cérémonie modeste, mais digne, dans notre petite église du village, celle que nous fréquentions depuis toujours. J'étais impatiente, excitée, remplie d'une joie naïve. Je rêvais à ma vie d'épouse, à ma maison, à ma famille. Mais je n'avais pas conscience que certains proches peuvent briser nos rêves en un instant. Ce jour, censé être le plus merveilleux, allait se transformer en mon pire souvenir. Népomène avait toujours été attentif, surtout en ce qui concernait le mariage. Il discutait avec Philémon pour régler les détails, donnait son avis sur les préparatifs. Tout le monde trouvait cela touchant, cette sollicitude fraternelle. Moi aussi, jusqu'au moment où j'ai découvert ce qui se cachait réellement derrière cette protection. Le matin du mariage, alors que je me préparais dans la petite chambre à l'arrière de la maison, il frappa à la porte. Il déclara qu'il devait me parler avant la cérémonie, qu'il avait découvert quelque chose sur Philémon qui pourrait bouleverser ma décision. Naïve, je lui ouvris la porte sans hésiter. Après tout, c'était mon frère, mon protecteur, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu soupçonner qu'il puisse me nuire? Et pourtant, mes chers, c'est à ce moment-là que l'histoire prend tout son poids. Ce qui s'est produit dans cette petite chambre a bouleversé ma vie à jamais. Vous verrez que parfois, celui qui devrait être un refuge devient la source de la pire douleur. Mais vous découvrirez aussi que lorsqu'une femme choisit de briser le silence, les répercussions peuvent dépasser toute imagination. C'était le samedi 13 mars 1971. Un matin clair, où le soleil filtrait par la petite fenêtre de ma chambre, éclairant doucement la robe de mariée que maman avait suspendue avec tant de soin. Je m'étais levée tôt, le cœur palpitant de cette excitation douce que l'on ressent en attendant un bonheur imminent. Jamais je n'aurais imaginé que quelques heures plus tard, je vivrais le plus terrible des cauchemars. La maison vibrait d'une activité joyeuse. Maman courait d'une pièce à l'autre, réglant les derniers détails. Mes frères revêtaient leurs costumes. Papa essayait tant bien que mal de remettre sa cravate droite. Tout semblait normal, exactement comme j'avais toujours rêvé que ce serait. Les voisines passaient à la fenêtre pour nous saluer, m'envoyer leurs vœux de bonheur. Cette énergie particulière qui accompagne les jours importants flottait dans l'air. J'avais pris un long bain tiède, laissant l'eau caresser ma peau tout en pensant à ce jour parfait. J'avais appliqué le parfum français offert par Philémon, un flacon que je gardais comme un trésor. J'avais coiffé mes cheveux avec les petites boucles délicates répétées la semaine précédente. Je portais uniquement la combinaison blanche en dentelle que maman avait brodée spécialement pour cette journée. Une tenue conçue pour que seul mon futur mari la découvre après la bénédiction du prêtre. Je garderai la robe de mariée pour la dernière minute, afin qu'elle reste impeccable. Je me contemplais dans le miroir et je me sentais unique, belle, bénie. Comme toutes les futures mariées, le cœur rempli de ce frisson délicieux, rêvant au bonheur à venir. Je croyais que rien de mal ne pouvait se produire le jour le plus important de ma vie. L'innocence rend vraiment vulnérable lorsque l'on est heureux. J'étais dans ma petite chambre modeste mais réconfortante. Entourée des objets qui m'étaient chers, les poupées de chiffon de maman, mes livres de prière, le crucifix de ma première communion. L'air sentait la lavande et les rêves d'avenir. La robe suspendue ressemblait à un ange blanc veillant sur moi, me protégeant, me bénissant pour cette nouvelle vie. C'était mon sanctuaire, mon refuge depuis l'enfance, l'endroit où je pleurais, où je priais, où je rêvais. Jamais il ne m'était venu à l'esprit que ce petit havre deviendrait le théâtre de mon pire cauchemar. Puis on frappa à la porte.
3 petits coups légers, presque délicats. Un geste qui ne paraissait pas menaçant, qui ne pouvait éveiller la moindre crainte. Si seulement j'avais su que ces 3 petits coups allaient scinder ma vie en avant et après. Zénobie, c'est moi, Népomucen. Je dois te parler avant la cérémonie. Sa voix sonnait étrange. Différente de d'habitude, légèrement tendue. Comment dire, un peu pâteuse, mais je l'avais attribuée à l'émotion, à la nervosité de voir sa petite sœur se marier. Après tout, c'était mon mariage. Il était normal qu'un frère protecteur ressente un peu d'émotion ce jour-là. Peut-être voulait-il me prodiguer un conseil ou quelques mots affectueux avant la cérémonie. Peux-tu attendre un instant, Népomucen? Je suis juste en combinaison ici, lui répondis-je à travers la porte, naturelle, sans imaginer le moindre danger. Après tout, c'était mon frère. Mon protecteur de toujours. Quel mal pouvait-il y avoir à ce qu'il me voie ainsi? Combien de fois dans mon enfance ne m'avait-il pas relevé après une chute, pensé mes genoux écorchés? Ne m'avait-il pas porté dans ses bras quand j'étais blessé? Pourtant, il insista. Son insistance avait un ton inconnu, un mélange d'urgence et d'anxiété qui me fit frissonner. C'est important, Zénobie. Il y a quelque chose à propos de Philémon que tu dois savoir. Cela pourrait changer ta décision concernant le mariage. Mon cœur se figea instantanément. Glacé, battant de manière irrégulière, comme s'il pressentait l'horreur à venir. Quel secret pouvait-il concerner Philémon? Quelle décision devrais-je prendre? Mon monde s'arrêta un instant. Quand mon frère avait-il découvert un secret terrible sur mon fiancé? Une trahison, un mensonge, quelque chose qui allait anéantir mon bonheur. Mon esprit s'emballa, imaginant 1000 scénarios horribles. Philémon avait-il une autre femme? Avait-il des dettes cachées? Ne m'aimait-il pas vraiment? Toutes ces questions tourbillonnaient dans ma tête tandis que je me précipitais pour enfiler mon peignoir sur ma combinaison. Mes mains tremblaient en ajustant la ceinture autour de ma taille. Puis, comme une naïve, croyant encore en la sainteté de la famille, j'ouvris la porte. Népomucen entra avec une hâte inhabituelle. Avant même que je puisse saisir la situation, avant que mon esprit n'alerte sur le danger, il verrouilla la porte de l'intérieur. Le bruit de la clé résonna dans la petite chambre comme un coup de feu. Un malaise immédiat m'envahit. Une sensation étrange, inexplicable. Que fais-tu, Népomucen? Pourquoi verrouilles-tu la porte? Ma voix tremblait, plus aiguë que d'ordinaire, trahissant la peur qui commençait à s'installer sans que je comprenne encore pourquoi. Il se tourna vers moi lentement, très lentement, comme un prédateur qui vient de capturer sa proie. Et je vis, dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais perçu. Quelque chose qui glaça mon sang. Un regard de faim. Mais pas la faim ordinaire, celle de la nourriture. Une faim de mal, de saleté, de choses interdites entre frères et sœurs. Le regard du loup dépouillé de son déguisement d'agneau, dévoilant ses crocs. Le regard d'un homme qui n'était plus mon frère, et peut-être ne l'avait-il jamais été. C'était le regard de quelqu'un qui avait planifié ce moment depuis des années. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il allait me faire. Zénobie, tu ne peux pas te marier vierge sans savoir ce qui t'attend. Ce serait injuste pour Philémon. Ce serait injuste pour toi aussi. Les mots sortaient de sa bouche comme s'ils étaient normaux, comme s'ils avaient un sens. Comme s'il avait le droit de proférer ses obscénités à sa propre sœur le matin de son mariage. Quel discours étrange, irrationnel. Quelle injustice. Quel droit pensait-il avoir de décider ce qui était bon pour moi? Je ne comprenais rien. Mais quelque chose au plus profond de moi, un instinct primitif que chaque femme porte, commença à crier. Il y avait ici quelque chose de profondément mauvais. Très mauvais. Dangereusement mauvais. Népomucen, de quoi parles-tu? Sors d'ici, je dois me préparer pour le mariage. J'essayais de garder ma voix ferme. J'essayais de faire semblant que tout était normal. Mais à l'intérieur, je tremblais déjà. La petite chambre, refuge de quelques minutes auparavant, était devenue un piège. Les murs semblaient se resserrer. L'air devenait lourd, presque impossible à respirer. Il ne sortit pas. Au contraire, il s'avança vers moi avec une lenteur calculée. Chaque mouvement envoyait un frisson glacé dans mon dos. Chaque pas déclenchait l'alarme dans chaque fibre de mon corps. C'était une approche prédatrice. Comme un animal sauvage encerclant sa proie avant l'attaque. Mon cœur battait de plus en plus vite, de plus en plus désespérément. Je suis ton frère aîné. Je suis responsable de toi. Je dois t'enseigner comment fonctionnent ces choses entre hommes et femmes. Ces mots étaient pâteux, traînants,
déformé par quelque chose que je n'avais pas encore identifié. Puis une odeur me parvint. Calvados mêlé à un après-rasage bon marché. L'odeur d'un homme qui s'était enivré pour trouver le courage de commettre l'impardonnable. Il s'était alcoolisé pour me transformer en objet. Pour me regarder comme une chose, comme sa propriété. Combien de verres avait-il bu pendant que je me préparais, heureuse et insouciante? Combien de temps était-il resté dehors, se remplissant de courage liquide pour accomplir son acte monstrueux? Népomuscent, tu as bu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sors de ma chambre maintenant. J'essayais de passer devant lui pour atteindre la porte. J'essayais de fuir ce cauchemar naissant. Mais il m'attrapa par le bras. Il m'a agrippé avec une force que je ne lui connaissais pas. Ses mains m'ont écrasé, ses doigts s'enfonçant dans ma peau comme des serres, laissant des traces qui allaient bientôt virer au violet. Ces marques seraient le témoignage visible de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il ne voyait plus sa sœur devant lui, seulement une proie qu'il ne laisserait pas s'échapper. La douleur physique a été immédiate, mais la douleur intérieure était bien plus intense. Mon frère, mon protecteur, devenait mon agresseur. Zénobie, calme-toi. Ça ira vite. Ça sera pour ton bien. Tu verras. Ces paroles étaient un murmure visqueux, répugnant, qui me faisait me sentir souillée rien qu'en les entendant. C'était la voix d'un inconnu logé dans le corps de l'homme que j'avais toujours aimé et respecté. Une voix possédée par le démon. Et quand il a prononcé ces mots, j'ai compris. J'ai su, avec une certitude glaciale, que l'homme devant moi n'était plus mon frère. Dans cette petite chambre, le jour le plus important de ma vie, j'étais seule face à un monstre qui avait porté le masque de Népomuscent pendant des années pour en arriver là. Le voile est tombé d'un coup sur mes yeux. J'ai enfin vu celui qu'il était réellement derrière le protecteur que j'avais cru connaître. Et ce que j'ai vu m'a donné envie de disparaître à cet instant même, avant qu'il ne puisse accomplir ce que je savais déjà qu'il allait faire. J'ai essayé de crier. Ma bouche s'est ouverte pour hurler le cri le plus désespéré de ma vie. Mais il a été plus rapide. Sa main a recouvert ma bouche avec une telle violence que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Grande, rugueuse, calleuse par le travail, elle portait l'odeur de la cigarette, de la sueur âcre et de la méchanceté. Cette main qui m'avait tant consolée dans mes pleurs, qui avait séché mes larmes sur mes genoux écorchés, me tenait maintenant pour exécuter la pire des horreurs. Ne crie pas, Zénobie. Sa voix était glaciale, calculatrice, malveillante. Personne ne te croira contre moi. Je suis l'aîné, le plus respecté de la famille. Si tu parles, ils penseront que tu inventes des histoires pour éviter le mariage, que tu es devenue folle, que tu as une crise. C'est à ce moment que j'ai saisi l'ampleur de sa méchanceté. J'ai compris que tout avait été minutieusement planifié, que ce n'était pas une impulsion d'ivrogne, ni un acte de folie passagère. Il avait réfléchi, calculé, préparé chaque détail. Il avait choisi ce jour, cette heure, ce moment précis où toute la famille serait absorbée par les préparatifs et où personne ne soupçonnerait rien. Il savait que j'étais seule, vulnérable, vêtue uniquement de ma combinaison. Il savait qu'il faudrait du temps pour que l'on remarque mon absence. Il savait que si je criais, on croirait à la nervosité de la mariée. Il avait même prévu les mots qu'il utiliserait pour me menacer après. C'était un dessein monstrueux, pensé par un esprit tordu que je n'aurais jamais imaginé caché derrière ce sourire protecteur. Il m'a projeté sur le lit avec une brutalité qui me fit sentir comme un objet, une poupée sans défense que l'on peut jeter à volonté. Je me suis assise, tremblante comme une feuille, le corps en état de choc, l'esprit tentant encore de comprendre que ce cauchemar était bien réel. Mon peignoir s'est ouvert. La combinaison que maman avait confectionnée avec tant d'attention s'est retrouvée découverte. J'ai tenté désespérément de me couvrir, de préserver ce qui restait de ma dignité et de mon innocence. Mais il a saisi mes poignets avec ses mains qui m'avaient un jour protégée, les transformant en menottes. Il a serré si fort que j'ai senti mes articulations protester, et les empreintes de ses doigts se sont imprimées sur ma peau comme des stigmates de honte. Népomuscent, pour l'amour de Dieu, arrête. Je suis ta sœur de sang. Comment peux-tu me faire ça? Mes mots s'échappaient entre sanglots et larmes, qui coulaient comme une pluie incessante sur mon visage. J'implorais, je suppliais, je faisais appel à n'importe quel reste d'humanité encore présent dans ce monstre. Mais il ne cédait pas. Au contraire, et c'était le plus terrible, mes pleurs, mon désespoir, semblaient l'exciter encore davantage. Il se nourrissait de ma souffrance, chaque larme que je versais alimentait sa cruauté. Ses yeux brillaient d'une satisfaction malfaisante,
comme s'il avait attendu toute sa vie pour me voir humiliée et brisée, entièrement à sa merci. C'était le visage réel du démon qui s'était caché des années derrière le masque du frère protecteur. Tu vas aimer ça, Zénobie. Tout aime quand c'est fait correctement. Ces paroles étaient du venin, un blasphème contre tout ce qui m'était sacré. Puis il a franchi l'irréparable. Il a déchiré ma combinaison d'un seul geste, comme si ce vêtement n'était qu'un vulgaire chiffon. Le bruit du tissu qui se déchire résonne encore dans ma tête aujourd'hui. 54 ans plus tard, à chaque déchirure de tissu, un vieux drap, un torchon, mon corps entier tremble. Mon âme replonge dans cette chambre maudite. Ce son s'est gravé dans ma mémoire comme une brûlure au fer rouge, me poursuivant dans mes cauchemars, me réveillant en sueur au milieu de la nuit. C'était le bruit de mon innocence détruite, de ma pureté violée, des rêves de ma vie mis en morceaux. C'était le son de l'enfance assassinée, de la confiance trahie, de la famille profanée. Jamais un simple bruit n'avait causé autant de douleur et de traumatisme. Je suis restée là, exposée, nue, essayant de me couvrir avec mes mains tremblantes, pleurant comme si le monde entier s'était écroulé. Pour moi, il s'était vraiment effondré, suppliant qu'il s'arrête, implorant Dieu de me sauver, souhaitant que ce cauchemar prenne fin. Mais Dieu semblait absent et le diable se tenait là, devant moi, avec le visage de mon frère. Et puis il l'a fait. Il a pris ce qu'il voulait de moi, comme il le voulait, aussi longtemps qu'il le désirait, indifférent à ma douleur, mon désespoir, mes cris étouffés. Chaque seconde s'étirait en une éternité de souffrance. Le temps semblait s'être figé, comme si chaque instant voulait prolonger mon supplice et graver cette horreur à jamais dans ma mémoire. La douleur physique était insoutenable. Je n'avais jamais éprouvé pareille souffrance. C'était comme si mon corps se rebellait contre lui-même, comme si chaque fibre devenait ennemie. Mais la douleur morale surpassait tout. C'était la trahison par celui que j'avais aimé le plus, la violation par celui qui devait me protéger, la découverte que mon héros n'était en réalité que mon bourreau. Je peinais à croire que cet homme qui m'offrait des friandises, qui chassait les garçons indélicats de l'école, qui me portait sur son dos lorsque j'étais fatiguée, celui que j'avais admiré et cru saint, me faisait souffrir de la pire manière imaginable. Toutes mes certitudes se sont effondrées. Ma foi en la bonté humaine avait été anéantie. Pendant ces minutes interminables, je suis morte plusieurs fois. La petite Zénobie qui croyait en la sacralité de la famille a cessé d'exister. La Xénobie innocente qui pensait que le mal venait toujours de l'extérieur a disparu. La Xénobie rêveuse qui croyait que le monde était sûr a été anéanti. Il ne restait sur ce lit qu'une coquille vide, un corps marqué de violacés, une âme brisée. Quand il a fini, il s'est levé comme si rien ne s'était produit, comme si sa tâche venait de consister à boire un verre d'eau. Il a arrangé ses vêtements avec la sérénité de quelqu'un qui achève un geste routinier, passant sa main dans ses cheveux, vérifiant que tout était en place. Sa froideur était plus terrifiante que la violence elle-même. J'étais un objet qu'il avait utilisé et qu'il s'apprêtait maintenant à ranger. Puis est venu le coup final, la pointe ultime de sa cruauté. Après ton départ, tu vas t'habiller, sourire et te marier comme si rien ne s'était passé. Si tu racontes quoi que ce soit, je dirai que c'est toi qui m'as séduit, que c'est toi qui m'as sauté dessus. Et qui me croira? La mariée hystérique ou le frère respecté que tout le monde admire? Ces mots m'ont transpercé, frappant ce qui restait de ma dignité. Non seulement il m'avait violée physiquement, mais il me brisait maintenant psychologiquement, m'ôtant même le droit de chercher justice. Il me faisait complice de mon propre viol, m'obligeant à porter seul ce poids pour le reste de ma vie. Et il avait raison. Qui m'aurait cru contre lui? Le fils modèle, le frère protecteur, la fierté de la famille contre moi, la mariée perturbée inventant des histoires le jour de son mariage. Dans la société machiste de l'époque, la parole d'une femme valait peu, et la victime était toujours suspecte. Il a quitté la chambre comme si rien ne s'était passé, laissant la porte ouverte derrière lui, retournant à la fête comme si de rien n'était. Et il m'a laissé là, brisé, saignant de l'intérieur et de l'extérieur. Les morceaux de ma combinaison déchirés éparpillés sur le sol comme les vestiges d'un crime odieux. La robe de mariée restait suspendue au mur, immaculée, parfaite, comme un témoin silencieux de l'horreur qui venait de se dérouler. Cette robe, censée faire de moi la plus heureuse des femmes, me regardait maintenant avec une cruauté muette, me rappelant ce que j'avais perdu, ce que je ne récupérerais jamais. C'était l'ironie la plus cruelle, le symbole de l'innocence scrutant la destruction de ma pureté. Je suis restée là, incapable de bouger, le temps m'échappant, tentant de saisir l'ampleur de l'absurde, essayant de convaincre mon esprit que ce cauchemar était bien réel.
Comment mon propre frère avait-il pu me faire cela? Le jour de mon mariage? Dans notre maison, sous le toit où nous avions grandi ensemble, où tant de souvenirs heureux reposaient? En quelques minutes, le monde s'était renversé. Tout ce que je croyais, tout ce que je savais sur la famille, l'amour, la vie, n'était qu'un mensonge colossal. Et moi, j'étais là, nue, brisée, devant décider si je garderais ce terrible secret pour toujours ou si je trouverais le courage de révéler au monde le monstre qu'il était réellement. Dehors, le monde continuait sa course normale. J'entendais maman appeler que c'était l'heure de se préparer, les voisines arrivant pour aider avec la robe, papa discutant avec Népomusant comme si de rien n'était. La vie poursuivait sa fête pour tout le monde, sauf pour moi. Malgré les jambes tremblantes et la douleur qui me rongeait, je me suis levée du lit. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. Mes cheveux étaient en bataille, mes yeux gonflés par les larmes. Une marque violette maculait mon bras où il m'avait retenue. Comment cacher cela? Comment faire semblant que tout allait bien alors que mon monde venait de s'effondrer? J'ai tenté de me laver, de me recoiffer, de dissimuler les traces de violence autant que possible. J'ai appliqué un fond de teint épais sur mon bras, arrangé mes cheveux, séché mes larmes. Quand maman a frappé à la porte pour demander si j'étais prête, j'ai répondu d'une voix qui ne me semblait même pas appartenir. « J'arrive, maman, juste une petite minute. » J'ai enfilé la robe que maman avait confectionnée avec tant d'amour, celle qui aurait dû faire de moi la plus heureuse du monde. Maintenant, elle semblait n'être qu'un déguisement cruel. Chaque bouton fermé, chaque ruban attaché me donnait l'impression de me préparer pour mes propres funérailles. La Xénobie rêveuse et innocente avait disparu dans cette chambre, et je marchais vers l'église avec le poids de cette mort silencieuse sur mes épaules. La marche vers l'autel fut la plus longue de ma vie. Tout le monde me souriait, me complimentait, me disait combien j'étais belle. Je souriais en retour, jouant la mariée heureuse, tandis qu'à l'intérieur je hurlais de douleur et de rage. Philémon m'attendait à l'autel, élégant, arborant ce sourire amoureux qui m'avait toujours fait fondre, sans se douter que la femme qu'il allait épouser n'était plus celle qu'il avait connue. Je sais que cela vous choque, que vous auriez voulu gifler cet homme pour ce qu'il m'a fait. Et le plus cruel, c'est de réaliser que des histoires comme la mienne se répètent tous les jours en France. C'est pour cela que je continue à partager ces vérités ici, sur Sagesse de Mamie. Si vous souhaitez m'aider à garder ces récits vivants, vous verrez un petit cœur avec un signe euro à côté du bouton « J'aime ». C'est la façon de YouTube de dire merci. Cliquez dessus, c'est comme m'offrir un petit café, un geste pour soutenir mon combat. Choisissez la somme que vous pouvez, 10 € ou moins, chaque contribution est comme une étreinte de votre part. Et là, debout devant l'autel, écoutant le prêtre parler d'amour, de fidélité et de mariage sacré, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Car quand il a demandé si quelqu'un avait quelque chose contre ce mariage, si quelqu'un connaissait un empêchement, j'ai senti ma bouche s'ouvrir et ce qui en est sorti a tout bouleversé pour toujours. Quand je suis arrivée à la porte de l'église, mon père m'a donné son bras et nous avons commencé à monter l'allée qui semblait interminable. Tout le monde était debout, souriant, certains pleurant d'émotion, l'orgue jouant la marche nuptiale, les fleurs parfumant l'air. Tout aurait dû être magique, mais pour moi, c'était comme marcher vers mes propres funérailles. Philémon était là, magnifique dans son costume bleu marine, fait sur mesure pour cette journée, affichant son sourire radieux qui avait toujours illuminé mon monde. Mais quand nos regards se sont croisés pour la première fois ce jour-là, son sourire a légèrement pâli, comme une fleur qui perd soudain son éclat. Il a dû comprendre tout de suite que quelque chose n'allait pas chez moi. Mes yeux étaient sans doute trop rouges, gonflés d'avoir pleuré en silence, tandis que je tentais de masquer mon désespoir sous une couche de poudre et un mascara qui s'était effiloché. Mon sourire devait paraître forcé, artificiel, comme celui d'une poupée derrière une vitrine, tremblant sur le visage, prêt à s'effondrer à chaque instant. Ceux qui aiment vraiment remarquent ces détails, n'est-ce pas? Ils sentent quand la personne aimée souffre, même si elle essaie de cacher sa douleur. Philémon m'aimait sincèrement et il avait perçu que quelque chose d'horrible s'était produit. Mais comment aurait-il pu imaginer quoi que ce soit? Comment un homme bon, honnête, issu d'une famille traditionnelle pouvait concevoir qu'un être humain soit capable d'un tel crime? Dans son esprit, je devais simplement être nerveuse, émue, traversée par ce petit frisson normal de toute mariée. Papa m'a remise à Philémon avec cette immense fierté que tout père ressent quand il voit sa fille prête à fonder sa propre famille. Ses mains tremblaient légèrement sous l'émotion en me confiant à mon fiancé, comme s'il me remettait son trésor le plus précieux.
Il m'a déposé un petit baiser sur le front, un de ces gestes paternels qu'on garde en mémoire pour toujours, et a murmuré, la voix tremblante, « Sois heureuse, ma fille, sois très heureuse. » S'il avait su ce qui venait de se passer dans cette petite chambre, 1 heure plus tôt, s'il avait su qu'un monstre détruisait l'enfant qu'il avait élevé avec tant d'amour, il se serait effondré de douleur. Papa, qui travaillait du lever au coucher du soleil pour offrir le meilleur à sa famille, qui s'épuisait à confectionner des costumes pour les autres juste pour voir ses enfants grandir droit, aurait été brisé de découvrir qu'un de ses fils était capable d'un tel crime. Mais il ne savait rien. Personne ne savait. Personne ne se doutait que derrière les sourires et les félicitations se cachait l'atrocité la plus odieuse qu'une famille puisse abriter. Seul moi le savais. Seul moi portais ce fardeau, cette douleur lancinante, ce secret qui pesait plus que le monde entier. Moi et ce monstre qui, au premier rang de l'église, arborait son costume du dimanche, prétendant être le frère protecteur de toujours. Il était là, népomusant, le visage d'ange, la posture respectable, recevant les compliments sur sa dévotion et sa fierté de frère. Et il souriait, un sourire faux, répugnant, empreint d'hypocrisie, me donnant la nausée. Chaque sourire qu'il adressait était un coup de poignard dans ma poitrine. Chaque compliment qu'il recevait résonnait comme un rire moqueur à mon encontre. Comment pouvait-il rester assis là, dans la maison de Dieu, feignant la normalité après ce qu'il avait fait? Comment pouvait-il regarder le crucifix, les images sacrées, tout en portant le poids de sa saleté sur la conscience? Quel type de démon pouvait rester si froid, si calculateur, si profondément méchant? Le Père Gabriel, qui me connaissait depuis l'enfance, qui m'avait baptisé et accompagné lors de ma première communion, commençait la cérémonie avec son grand sourire chaleureux, plein de bienveillance et d'attente. Mes chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici devant Dieu pour célébrer l'union sacrée de Zénobie et Philémon, 2 âmes qui s'aiment et souhaitent bâtir ensemble une famille bénie. Ces mots résonnaient dans l'église, frappant les vieux murs et s'élevant jusqu'au plafond voûté. Pour moi, ils semblaient pourtant lointains, comme étouffés par un coton invisible, séparés de moi par un voile que je ne pouvais franchir. J'étais là, physiquement présente, vêtue de ma robe de mariée. Mais mon âme, mon être entier, était resté dans cette maudite petite chambre, parmi les débris de ma combinaison déchirée. C'était comme si je me dédoublais. D'un côté, la mariée heureuse que tout le monde attendait de voir. De l'autre, une personne qui hurlait de douleur et de désespoir à l'intérieur. Mon esprit oscillait frénétiquement entre la douleur physique encore vive dans mon corps, cette souffrance lancinante qui me rappelait chaque seconde l'horreur vécue, et la colère qui grandissait en moi comme un feu incontrôlable. Une colère intense, effrayante, que je n'avais jamais connue auparavant. Colère contre lui, le monstre qui m'avait violée. Colère contre moi-même, pour avoir ouvert cette porte, pour avoir fait confiance, pour avoir été naïve. Colère contre un monde qui permet de telles atrocités. Colère contre Dieu, qui avait laissé que tout cela arrive le jour censé être le plus sacré de ma vie. Philémon tenait ma main avec la délicatesse qui le caractérisait depuis toujours. Il devait sentir qu'elle était glaciale, tremblante, comme une feuille emportée par le vent. La main qui quelques heures plus tôt vibrait de bonheur et d'anticipation était maintenant froide, morte de froid. Il me regardait, inquiet, fronçant légèrement les sourcils, pressant ma main par intermittence comme pour m'apporter chaleur, force et sécurité. Pauvre Philémon, il croyait que ce n'était que la nervosité normale d'une mariée, ce frisson léger qui accompagne tout changement majeur dans la vie. Comment aurait-il pu imaginer, avec sa bonté innée et son âme pure, que la femme qu'il aimait, celle qu'il avait demandée en mariage, celle dont il rêvait de combler la vie de bonheur, venait d'être brutalement violée par son propre frère seulement 1 heure plus tôt? Comment aurait-il pu concevoir que pendant qu'il s'affairait à se préparer pour le jour le plus important de sa vie, choisissant avec soin la cravate parfaite, lissant ses cheveux avec de la pommade, répétant silencieusement les mots qu'il prononcerait au vœu, j'étais en train d'être détruite d'une manière qu'aucun être humain ne devrait jamais subir? Pendant qu'il rêvait de notre lune de miel, des enfants que nous aurions, de la maison que nous bâtirions ensemble, je devenais la victime d'un crime monstrueux. Et le plus cruel, c'était de devoir faire semblant. Voir son sourire alors que je brûlais de hurler. Retenir mes larmes alors que je voulais pleurer des torrents. Montrer de la joie alors qu'à l'intérieur je me consumais de douleur et de honte. C'était comme jouer la scène la plus importante de ma vie alors que la pièce avait basculé en tragédie, et devoir feindre qu'elle était une comédie romantique. Chaque sourire reçu, chaque mot tendre, chaque bénédiction prononcée était comme du sel versé sur ma plaie béante.
Car je savais que si je révélais la vérité, si je criais ce qui venait de m'arriver, ces mêmes sourires se transformeraient en étonnement incrédule. Ces mots affectueux se changeraient en chuchotements, ces bénédictions en jugements silencieux. Et Népomucen lui restait impassible. Certain qu'à jamais je garderais ce secret, que je porterais cette souffrance jusqu'à ma tombe pour ne jamais ternir l'honneur de la famille. Il comptait sur mon éducation stricte, sur ma peur du scandale, sur cette honte intime qui m'interdisait de révéler que j'avais été violée. Il pariait que je resterais une femme réduite au silence, une victime silencieuse de plus. Mais il ignorait qui j'étais vraiment à l'intérieur. Il ne savait pas que, là, à l'autel, une révolution silencieuse se préparait en moi. À chaque mot du prêtre, à chaque regard inquiet de Philémon, à chaque sourire fin de Népomucen, ma décision devenait plus nette, plus ferme, plus irrévocable. Devant Dieu, devant ma famille, devant l'homme que j'aimais, une révélation m'a traversée. Si je commençais ma vie de mariée sur un mensonge, si je gardais cette douleur pour moi seule, si je laissais ce monstre impuni, je ne serais plus la Xénobie que la vie méritait. Je serais une ombre, un fantôme, une femme marquée à jamais par le silence et la honte. C'est à ce moment-là que mon courage est né. Ce courage ne venait ni de l'extérieur, ni d'une inspiration divine. Il venait du désespoir pur. C'était la certitude que si je ne parlais pas à cet instant, je mourrais intérieurement pour le reste de mes jours. C'était la compréhension que certaines vérités sont trop grandes pour être avalées, trop lourdes pour être portées seules. Le prêtre continuait de parler du mariage sacré, de fidélité, d'amour vrai capable de surmonter toutes les épreuves, de l'union bénie par Dieu que rien ni personne ne devrait briser. Chaque mot était un coup de poignard précis dans ma poitrine déjà ouverte, comme du gros sel frotté sur une plaie saignante. Comment pouvais-je rester là, promettant fidélité, alors que je venais d'être violée? Comment pouvais-je me marier en portant un secret si terrible, si répugnant, si destructeur? Comment commencer une vie à deux avec cette souillure collée à moi, cette marque de violence imprimée dans mon âme comme au fer rouge? Je me sentais contaminée, marquée à jamais, comme si je portais une lèpre invisible que chacun pouvait deviner rien qu'en me regardant. C'était comme si j'avais une pancarte invisible sur le front, annonçant à tous que j'avais été violée, comme si l'odeur de la méchanceté s'était imprégnée dans ma peau. Comme si chaque personne dans cette église pouvait percer à travers ma robe blanche et voir la souillure que je portais en dessous. Chaque regard semblait un jugement, chaque sourire paraissait faux. Chaque mot affectueux se transformait en une pitié déguisée. Le prêtre parlait de pureté, de don total entre époux, de recommencer une vie comme une page blanche. Mais comment ouvrir une nouvelle page quand la mienne avait déjà été déchirée, piétinée, détruite? Comment parler de pureté quand j'avais été profanée de la manière la plus odieuse? Comment promettre un don total quand une partie de moi avait été volée, brisée sans mon consentement? Et puis le prêtre atteignit ce moment classique que chaque marié connaît, ce passage où l'on demande si quelqu'un connaît un empêchement à cette union. Si quelqu'un connaît un motif pour lequel ces deux personnes ne devraient pas être unies, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Normalement, tout le monde reste silencieux. C'est une formalité, une tradition que personne ne prend au sérieux. Tout le monde sait que personne ne se lèvera, que la cérémonie continuera jusqu'au « vous pouvez embrasser la mariée ». Mais cette fois, quand ces mots résonnèrent dans l'église, une force étrange et puissante monta dans ma gorge. Comme si quelque chose de plus grand que moi me poussait à agir, m'obligeant à faire ce que je n'aurais jamais cru possible. Une énergie mystérieuse, venue peut-être de Dieu, du désespoir, de la colère accumulée, ou du besoin insatiable de justice. Mes yeux se tournèrent automatiquement vers Népomucen, au premier rang, élégant dans son costume sombre, les bras croisés, l'air de se croire maître de la situation. Il me regardait avec ce sourire discret et diabolique, ce regard qui disait « Tu n'as pas le courage, tu ne feras rien. Tu garderas ce secret pour toujours. » Il était convaincu que je resterais silencieuse, qu'une fille élevée dans la rigueur et la bienséance n'aurait jamais le courage de dénoncer sa propre famille, de provoquer un scandale dans une église pleine de gens respectables. Il comptait sur ma honte, sur ma peur du jugement social, sur cette éducation qui m'avait appris qu'une femme de famille ne fait jamais parler d'elle. Il pariait que je préférerais mourir intérieurement plutôt que d'affronter les regards, les murmures, les langues acérées après la révélation. Il croyait que je serais une victime silencieuse de plus, avalant ma propre souffrance pour ne pas ternir le nom de la famille. Mais savez-vous ce qui arrive lorsqu'une personne atteint sa limite? Quand la douleur accumulée devient une bombe prête à exploser? Quand la peur se transforme en courage désespéré? Quand le besoin de justice devient plus fort que toute autre considération?
C'était exactement ce qui m'est arrivé à cet instant décisif de ma vie. Soudain, une clarté brutale m'a traversé l'esprit, comme si un voile s'était levé de mes yeux, révélant la réalité sans phare. L'opinion des autres n'avait plus aucune importance. Le scandale que je m'apprêtais à provoquer n'avait plus aucune valeur. La honte de ma famille n'avait plus de poids. Il ne restait plus rien qui comptait, si ce n'est la vérité nue, brute, qui devait sortir de ma bouche. Si je gardais le silence maintenant, si j'avalais tout et continuais à faire semblant, je mourrais chaque jour un peu plus à l'intérieur. Je me serais vue dans le miroir comme une lâche. Je me serais allongée aux côtés de Philémon avec ce mensonge immense entre nous. J'aurais élevé mes enfants en sachant que j'avais laissé un monstre circuler librement au sein de ma famille. Je devais parler. Les mots se sont échappés de mes lèvres avec une force que je ne me connaissais pas, avant même que mon esprit réalise ce que je faisais. C'était comme si mon âme elle-même avait pris le contrôle, poussée par le besoin impérieux de dire la vérité, au-delà de toute peur, de toute honte, de toute convention sociale. Un silence glacé, presque sacré, s'est abattu sur l'église. Le temps semblait suspendu, l'air lourd, comme si même les anges retenaient leur souffle pour écouter mes paroles. Le prêtre s'est interrompu en plein élan, les yeux grands ouverts, incapable de croire ce qu'il entendait. Philémon a resserré ma main, confus et inquiet, tentant de comprendre pourquoi sa future épouse venait d'interrompre leur propre cérémonie. Tous les invités, venus pour célébrer mon union et mon bonheur, me fixaient maintenant avec un mélange de curiosité, de stupeur et d'appréhension. C'était comme si j'avais jeté une grenade au milieu de l'église et que chacun retenait son souffle avant l'explosion. Les murmures se sont éteints, les enfants ont arrêté de pleurer. Même le vent dehors semblait suspendu. Un silence lourd de tension et de pressentiment régnait, annonçant que quelque chose de grave allait se produire. J'avais un empêchement à déclarer. Oui. Ma voix tremblait comme une feuille, mais elle portait la force d'un roc au milieu de la tempête. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater dans ma poitrine, jaillir par ma bouche et que tous pourraient entendre ce désespoir. C'était l'instant le plus décisif de toute ma vie, celui qui allait diviser mon existence en un avant et un après. Il y a 1 heure, alors que je me préparais pour ce mariage, pendant que ma famille s'affairait à la célébration, mon frère Népomucène est entré dans ma chambre. Il m'a violentée avec une brutalité lâche et sans aucune pitié. Un cri étouffé, un gémissement collectif d'horreur a parcouru l'église comme une onde de choc. Certaines femmes se sont couvert la bouche, d'autres ont commencé à pleurer. Des hommes ont serré les poings de colère. Il m'avait violée le jour de mon mariage, dans ma propre maison, dans ma chambre. Il m'avait menacée, assurant que personne ne me croirait, que l'on penserait que j'inventais une histoire pour fuir le mariage. Les mots se sont enchaînés, un flot de vérité déferlant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps, jaillissant maintenant avec une force irrépressible. Je ne peux pas entamer ma vie de mariée sur un mensonge aussi horrible. Je ne peux pas prétendre que rien ne s'est passé alors que tout est là. Et chacun ici doit comprendre la véritable nature de mon frère. Quel genre de démon se cache derrière ce masque d'homme respectable? Il est temps que tout le monde sache qui est vraiment Népomucène, et l'effet est immédiat, comme une explosion au cœur de l'église. Le monde semble s'être effondré autour de nous. Népomucène est devenu livide, blanc comme du papier, une pâleur cadavérique remontant de son cou jusqu'à la racine de ses cheveux. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'écrouler sur place, que ses jambes allaient céder sous lui. Puis son instinct de survie a pris le dessus et, d'un bond, il s'est redressé, comme frappé par une décharge électrique. « Zénobie, quelle folie racontes-tu? Quelle invention est-ce là ?» Sa voix stridente tremblait, fragile, trahissant une panique profonde. C'était la voix d'un homme acculé, d'un menteur démasqué, conscient que son château de cartes allait s'effondrer brique par brique. Même ceux qui le connaissaient depuis l'enfance, mes parents, ont immédiatement perçu que quelque chose ne tournait pas rond. « Es-tu folle, Zénobie? As-tu perdu la raison ?» Il tentait de feindre l'indignation, de se présenter comme la victime injustement accusée. Mais le désespoir était gravé sur son visage, impossible à masquer. Comment pouvais-je inventer une telle horreur le jour de mon mariage? Quelle folie m'aurait poussé à ça? Ces mots sortaient précipités, trempés de panique et de peur, comme un acteur raté jouant un rôle qu'il ne maîtrisait pas. Sa voix tremblait, ses yeux écarquillés trahissaient la panique, et ses mains révélaient une culpabilité qu'il ne pouvait cacher. Je n'invente rien, Népomucène. Rien du tout. Ma voix s'affirme maintenant, alimentée par la certitude de faire ce qu'il fallait. Chaque mot me rapproche de la lumière,
Chaque syllabe m'arrache à l'ombre dans laquelle il voulait m'enfermer. Tous ici peuvent voir, dans l'état où je suis, que je ne mens pas. Je retire mon voile d'un geste décidé, laissant mes cheveux en désordre apparaître, révélant ce que le fond de teint ne pouvait camoufler. Je montre les ecchymoses violettes sur mon bras, les marques de ses doigts imprimées comme preuves irréfutables du crime. Regardez ces traces, voyez les taches violacées, observez mes yeux gonflés par les larmes et mon visage ravagé. Je relève la manche de ma robe pour que chacun puisse voir clairement, indifférente aux exclamations d'horreur qui se répandent dans l'église. Croyez-vous que j'inventerais une telle horreur le jour où ma vie devait commencer une nouvelle étape? Croyez-vous que je mettrais volontairement mon mariage en ruine par simple caprice? Autour de moi, les gens se sont mis à s'agiter comme une fourmilière dérangée. Quelques hommes se sont levés brusquement, le regard chargé de colère prête à éclater, fixant Népomucen comme s'ils voulaient rendre justice eux-mêmes. Quel abominable! Comment peut-on infliger cela à sa propre sœur? Un cri s'éleva de l'arrière de l'église. Le jour même du mariage, en plus. Les femmes murmuraient entre elles, horrifiées, les mains couvrant leur bouche, les yeux grands ouverts, ébahis et scandalisés. Quelle ignominie! Pauvre enfant, comment a-t-il pu? Quel monstre! La révolte montait comme une vague dans l'assemblée. Mes parents étaient figés, paralysés par le choc, incapables de digérer ce qu'ils venaient d'entendre. Leurs esprits refusaient d'accepter la réalité. Papa me regardait, puis Népomucen, encore moi, encore lui, essayant de comprendre comment deux enfants qu'il avait élevés avec tant d'amour pouvaient être mêlés à une telle tragédie. Maman avait les mains pressées contre sa poitrine, respirant avec peine, comme si l'air était devenu trop lourd pour elle. Son visage reflétait la douleur profonde qu'une mère peut éprouver en voyant un enfant briser l'autre. Elle voyait la famille qu'elle avait bâtie avec tant de soin se désagréger de la pire manière. Mon frère avait proclamé que personne ne me croirait, que sa position de fils aîné respecté suffirait à inverser la vérité. Sa fierté de famille. Ma voix, portée par la force de la vérité enfin révélée, s'élevait dans l'église. Il avait menacé que si je racontais quoi que ce soit, il retournerait les rôles et ferait de moi la coupable. Mais croyez-vous qu'une jeune fille de bonne famille, une mariée, inventerait une telle histoire pour saboter son propre mariage? J'ai scruté chaque visage, défiant quiconque de remettre en doute mes mots. Quelle folie extrême aurait poussé une femme à sacrifier le jour le plus précieux de sa vie pour nuire à quelqu'un? Philémon se tenait à mes côtés, solide comme un roc, serrant ma main avec force. Des larmes coulaient sur son visage, mélange de colère pour l'injustice que j'avais subie, de peine pour ma douleur et de fierté pour le courage que je montrais. Xénobie a raison, dit-il d'une voix forte qui résonna dans toute l'église. Une femme ne fabule pas une telle histoire. Aucune femme au monde n'inventerait qu'elle a été violée, et regardez son état. Il a braqué ses yeux sur mon visage, sur mon bras encore marqué. Croyez-vous qu'une personne pourrait se tenir ainsi, brisée de cette façon, si rien de terrible ne s'était produit? Réfléchissez un peu, Jean. Le père Gabriel, le pauvre homme, était totalement désemparé, ne sachant plus comment réagir face à une situation qui échappait à tout protocole religieux. Il n'avait sans doute jamais été confronté à une telle scène, malgré des décennies de sacerdoce. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait son livre de prière. Son visage avait perdu toute couleur, aussi pâle que sa soutane immaculée. Mes enfants, peut-être serait-il sage de suspendre la cérémonie pour l'instant, suggérait-il, sa voix douce essayant de calmer les esprits, cherchant une issue diplomatique. Mais je l'ai interrompu avant qu'il ne termine. Non, mon père, je ne veux rien suspendre. Je veux que chacun entende ce que j'ai à dire, jusqu'au bout. Ma voix s'est élevée dans l'église avec une force que je ne savais même pas posséder. Je veux que tout le monde sache quel type d'homme a vécu parmi vous pendant des années, prétendant être honorable, prétendant être le fils exemplaire, le frère protecteur. Je veux que vous voyiez le masque tomber, que vous découvriez le monstre caché derrière ce sourire trompeur et ces paroles douces. Car si je me tais maintenant, si je laisse passer ce moment, il restera libre, respecté, capable de répéter l'horreur avec d'autres victimes. Innocente. L'église est devenue un chaudron bouillonnant d'émotions. Les gens se levaient, criaient, pointaient du doigt Népomucen qui transpirait à grosses gouttes, cherchant une échappatoire, une explication, une excuse pour se sortir de l'enfer qu'il avait lui-même provoqué. Et moi, au centre de ce tumulte, je me sentais enfin libre de raconter la vérité que j'avais contenue pendant une heure qui avait semblé durer une éternité. Enfin maîtresse de ma propre voix, de mon histoire, de ma justice. Népomucen a essayé de s'éclipser de l'église,
mais quelques hommes l'ont arrêté. Le complice de mon père, connaissant notre famille depuis des années, le retint par le bras et dit « Reste là, Népomus. Si tu n'as rien fait de mal, tu n'as aucune raison de fuir. » Le désespoir se lisait sur son visage. Il devait comprendre qu'il ne pourrait pas échapper à cette confrontation. « Vous allez croire une hystérique, une femme manifestement troublée » hurla-t-il, tentant de se défendre, mais sa voix sonnait stridente, désespérée. Zénobie a toujours été perçue comme un peu fragile. Elle avait l'habitude de raconter des histoires pour attirer l'attention. Maintenant, elle inventerait celle-ci simplement pour éviter son mariage. C'est à ce moment-là que ma mère s'est levée. Ma mère, toujours réservée, soumise, qui n'avait jamais remis en question un homme de sa vie. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait ce que ta sœur affirme », a dit Népomucen d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a tenté de soutenir son regard, mais n'a pas pu. Il a baissé la tête et, à cet instant, tout le monde a compris la vérité. Maintenant, vous vous demandez peut-être si cette vieille femme a vraiment eu le courage de prononcer ces mots dans l'église, devant tous. Je parierais sur quelque chose avec vous. Si vous pensez que j'ai réellement eu la force de dénoncer mon propre frère à l'autel, mettez un pouce bleu. Si vous croyez que j'invente, qu'aucune femme ne ferait cela, laissez la vidéo sans réaction. Voyons qui mesure réellement le pouvoir d'une femme qui se lève. Ce qui est arrivé ensuite a bouleversé non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses personnes. Parce que lorsque quelqu'un décide de dire la vérité, même si cela fait mal, même si cela blesse, les répercussions peuvent dépasser toutes les attentes. Et parfois, la justice surgit des endroits les plus inattendus. Après que ma mère ait posé cette question, le silence s'est abattu sur l'église, pesant et oppressant. C'était un de ces silences où l'air semble lui-même suspendu. Tous fixaient Népomucen, attendant sa réponse, espérant qu'il oserait nier, mais il ne le pouvait pas. Il resta là, tête baissée, suant abondamment, tremblant comme une feuille. C'est alors Monsieur Marcel, un vieil ami de mon père, qui a rompu le silence. Népomucen, réponds à ta mère, garçon. Si tu n'as rien fait, pourquoi cet air coupable ? À ce moment-là, tout a explosé. Plusieurs hommes se sont levés en même temps, comme prêts à rendre justice eux-mêmes. Misérable. Comment peux-tu faire ça à ta propre sœur ? Victor, le complice qui retenait déjà Népomucen par le bras, serrait désormais plus fort. Salopard, le jour du mariage de la petite en plus. Quel genre de monstre es-tu ? D'autres hommes approchaient, resserrant le cercle autour de lui. La situation devenait critique et Népomucen comprit qu'il ne pourrait plus fuir. Le désespoir s'empara de lui. Les femmes se séparèrent en deux groupes. Certaines vinrent vers moi, formant un rempart, me protégeant. « Pauvre enfant, quelle horreur ! Comment a-t-il pu » murmurait-elle. D'autres étaient figées par l'horreur, incapables de réagir. Elles ne pouvaient que pleurer et murmurer des prières. Ma tante Aurélie me serra contre elle et murmura « Ma fille, tu as été très courageuse. » Vraiment courageuse, oui. Mais un groupe d'hommes commençait à devenir de plus en plus agressif. Léon, le boulanger, s'écria « Finissons avec ce misérable immédiatement. Des gens comme lui ne méritent pas de vivre. » Ils ont commencé à encercler Népomucen d'une manière qui me terrifiait. Malgré ma haine profonde pour lui, je ne voulais pas assister à un lynchage dans l'église. « Jean, du calme, s'il te plaît » tenta le père Gabriel, essayant de calmer les esprits. Mais la situation échappait complètement à tout contrôle. « Ceci est la maison de Dieu. Réglons cela avec retenue » ajouta-t-il d'une voix douce, mais personne ne l'écoutait. Les pères de famille, en particulier ceux qui avaient des filles, étaient trop en colère pour entendre raison. Alors Népomucen se mit à parler précipitamment. « Ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. C'est elle qui m'est tombée dessus. C'est elle qui m'a séduit. » Mais ces mensonges n'ont fait qu'enflammer davantage la colère des gens. « En plus d'être un violeur, c'est un menteur » cria quelqu'un au fond de l'église. « Il veut faire passer la victime pour coupable. » Mon père, jusque-là figé dans le choc, se leva lentement. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage à ce moment-là. Un mélange de douleur, de déception et de colère, à la fois terrifiant et pitoyable. « Népomucen, dit-il d'une voix que je n'avais jamais entendue, tu es mon fils, mais ce que tu as fait est impardonnable. C'est impardonnable dans ce monde comme dans l'autre. » Népomucen sombra alors dans un désespoir total. Il se mit à pleurer, à supplier « Papa, vous ne comprenez pas. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je faisais. » Mais chaque mot qu'il prononçait aggravait sa situation.
Ah, donc tu avoues que tu l'as bien fait, hurla le complice Marcel. Maintenant, tu admets ce que tu as fait à ta sœur. Le prêtre, voyant la confusion grandir, prit une décision radicale. Mesdames et messieurs, dit-il, je vais enfermer Népomucen dans la petite pièce du fond et appeler la police. Nous ne pouvons pas nous faire justice nous-mêmes. Quelques hommes aidèrent le prêtre à emmener Népomucen, qui pleurait et implorait pardon. Je restais là, toujours vêtu de ma robe de mariée, observant ce cauchemar devenir le théâtre de mon mariage. Philémon ne lâchait pas ma main un instant. Tu as été très courageuse, murmura-t-il. Très courageuse, et je t'aime encore plus pour ça. À ce moment-là, j'ai su que j'avais fait le bon choix d'épouser cet homme. La police arriva en moins d'une demi-heure, dépêchée par le prêtre. Le commissaire était un vieil ami de la famille, mon André, choqué en découvrant la vérité. Comment est-ce possible, Népomucen ? Je te connais depuis l'enfance. Comment as-tu pu faire ça ? Même les forces de l'ordre étaient révoltées en voyant Népomucen dans la petite pièce. Il essaya encore de mentir, prétendant que j'avais tout inventé pour éviter le mariage. Mais le commissaire l'observa, vit mon état, les marques sur mon corps et déclara : « Népomucen, tu t'enfonces, mon garçon. Il vaut mieux assumer tes actes. » Il fut arrêté sous les yeux de tous. Au moment où il lui passait les menottes, il me lança un regard rempli de haine que je n'oublierai jamais. « Tu le regretteras, Zénobie. Tu le regretteras toute ta vie, murmura-t-il encore, même humilié et arrêté. Mais je n'avais plus peur de lui. J'avais retrouvé ma voix. J'avais des alliés. J'avais des gens qui me croyaient. Ils l'emmenèrent en prison et peu à peu, l'église se vida. Les gens venaient me féliciter, me dire que j'avais été courageuse, que j'avais fait le bon choix. Certains, encore sous le choc, ne savaient comment réagir. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un mariage se transforme en affaire de police. Arrivé au commissariat, Népomucen fut fiché, photographié et placé dans une cellule humide et nauséabonde avec d'autres détenus. Le commissaire me raconta plus tard, avec l'air de quelqu'un qui a tout vu dans la vie, qu'il avait été complètement terrifié en réalisant qu'il allait partager sa cellule avec d'autres prisonniers. C'était comme s'il prenait enfin conscience de ce qu'il avait fait et de l'endroit où il avait atterri. « Pourquoi ne m'êtes-vous pas mis dans une cellule séparée ?» suppliait-il au gardien, la voix tremblante, comme un enfant cherchant protection auprès de ses parents. « Je viens d'une bonne famille, mon père est connu en ville. Mais dans une prison de petite ville, il n'y a pas de privilège. Tout le monde partage le même cachot puant, qu'on soit médecin ou vagabond. Et voilà Népomucen, jusque-là respecté, jeté parmi les voleurs de poules, les ivrognes de bistrot et les bagarreurs de foire. Une royauté déchue dans la même porcherie. Pour quelqu'un qui s'est toujours cru au-dessus des autres, intouchable et protégé par son nom de famille, le choc devait être énorme. Les autres détenus, bien sûr, ne pouvaient s'empêcher de s'interroger. Et, petit patron, qu'est-ce que t'as fait ? Quel crime as-tu commis ? Tu as volé l'argent de papa ? Et Népomucen, paniqué et incapable de mentir correctement sous pression, tenta de minimiser. J'ai eu une dispute avec ma sœur le jour de son mariage, dit-il d'abord, espérant faire passer cela pour une simple querelle familiale. Mais les prisonniers n'étaient pas naïfs. Ils reconnaissaient un mensonge dès qu'ils en entendaient un. Une dispute ? Tu as été arrêté juste pour ça, cria l'un d'eux. Arrête de mentir. On sait très bien que tu caches quelque chose de sale. Ils l'ont acculé, pressé, sans lui laisser un instant de répit. Et Népomucen, dépourvu de l'assurance qu'il affichait toujours au milieu de sa famille, finit par céder. Puis il lâcha l'aveu le plus ignoble que ces hommes aient jamais entendu. J'ai violé ma sœur le jour de son mariage. La réaction fut immédiate et violente. Même parmi des criminels endurcis, il existe une hiérarchie morale. Certains actes sont considérés comme impardonnables, même dans le monde de la prison. Et violer un enfant, sa propre sœur, le jour de son mariage, c'est le fond de l'abîme de l'humanité. Les détenus s'énervèrent à une vitesse effrayante. Quoi ? Espèce de dégoûtant ! Tu as violé ta sœur ? Monstre misérable ! Des hommes hurlèrent, incapables de contenir leur fureur. Même ceux qui avaient commis des crimes eux-mêmes avaient des sœurs, des filles, des mères. Et imaginez ce monstre capable de nuire aux femmes de sa propre famille, réveillant une colère primitive, une soif de justice que même la loi ne parvient parfois pas à satisfaire. Ce qui s'est passé dans cette cellule pendant la nuit, personne ne l'a réellement vu. Personne n'a voulu voir. Personne ne s'en est soucié. Les gardiens étaient peu nombreux, et c'était le week-end, du samedi au dimanche.
La prison, la nuit, était largement délaissée. On peut dire que les fonctionnaires ont choisi de ne pas entendre certains bruits, de ne pas voir certains mouvements. Au matin, lorsqu'ils sont venus apporter le café insipide et le pain dur du petit déjeuner, ils ont découvert Népomucen mort. Il avait été battu avec une telle violence et une telle haine que son corps était à peine reconnaissable. Son visage était méconnaissable, tout son corps brisé, comme si l'on avait déversé sur lui toute la colère accumulée pour ses propres crimes subis dans leur vie. Lorsque les autres prisonniers ont été interrogés, ils ont raconté avec un aplomb incroyable qu'il était tombé du lit durant la nuit. Il a dû faire un cauchemar et se cogner la tête, ont-ils affirmé. Un mensonge si grossier qu'un enfant l'aurait vu, mais personne n'a cherché à enquêter sérieusement. Après tout, qui aurait pitié d'un tel monstre? La nouvelle est arrivée à la maison très tôt dimanche matin, alors que le soleil se levait à peine. Le commissaire André lui-même est venu annoncer la tragédie avec solennité. Il a frappé à la porte, retiré son chapeau et, d'une voix grave, a dit « Madame Scolastique, Monsieur Théophraste, j'ai une triste nouvelle. Népomucen est mort en prison cette nuit. » Ma mère s'est effondrée en larmes, des pleurs profonds et déchirants venant du fond de son âme. Même après tout ce qu'il avait fait, il restait son fils. Il était sorti de son ventre, nourri à son sein, élevé avec son amour. Un cœur de mère ne peut effacer des années d'amour du jour au lendemain. Mon père est resté silencieux, pensif, avec cette lenteur propre aux hommes quand ils assimilent une nouvelle difficile. Il regardait le sol, secouait la tête et soupirait profondément. Après quelques minutes, il murmura simplement « C'est peut-être mieux ainsi. Au moins maintenant, c'est fini. » Et il avait raison. La justice avait été rendue, même si ce n'était pas par les mains officielles. Un étrange mélange de sentiments s'empara de la famille ce dimanche, soulagement de savoir que le monstre ne pourrait plus nuire, tristesse face à la manière dont tout avait fini, honte pour ses crimes, et une paix étrange comme si le cauchemar était enfin terminé. Le commissaire expliqua qu'une enquête serait ouverte, comme le prévoit la procédure lorsqu'une personne meurt en prison. Mais tout le monde savait que cela n'aboutirait à rien. Les accidents arrivent, dit-il en clignant de l'œil, surtout avec des gens qui ont commis ce genre de crime. Les prisonniers eux-mêmes font justice quand la loi est trop lente. Ainsi se termina l'histoire de Népomucen, l'homme qui avait prétendu être protecteur, respectable, fils exemplaire, et qui mourut pour ce qu'il était réellement, un monstre méprisé même par les criminels. Le masque était tombé, ne laissant apparaître que pourriture, saleté et pure méchanceté. Quand j'ai appris sa mort, savez-vous ce que j'ai ressenti? Du soulagement. Et maintenant, dites-moi, regardez-moi dans les yeux, pensez-vous que je suis mauvaise d'avoir ressenti ce soulagement pour la mort de mon propre frère? Que auriez-vous ressenti? Même aujourd'hui, certains me jugent comme si j'étais coupable de sa fin. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment. Oui, j'ai ressenti du soulagement parce que je savais qu'il ne pourrait plus jamais me nuire, ni nuire à aucune autre femme. Je savais que je ne vivrais plus dans la peur de le croiser, d'entendre ses menaces, ou de me demander si dire la vérité aurait un prix. Sa mort fut terrible et violente, mais elle m'apporta une paix que je n'avais pas connue depuis ce maudit matin. L'enterrement fut gênant. Peu de monde s'était déplacé et ceux qui étaient là restaient dans un silence pesant. Impossible de pleurer quelqu'un qui avait commis de tels actes. Mes parents ont souffert, bien sûr, mais ils ont aussi compris que c'était peut-être mieux ainsi. Au moins maintenant, c'est fini, murmura mon père au bord de la tombe. Et il avait raison. C'était vraiment fini. Après ce chaos apocalyptique, ma vie avait été complètement bouleversée. Comme si j'avais jeté une pierre dans un lac calme et que je devais désormais affronter des vagues infinies qui se répandaient dans toutes les directions. Les mois suivants furent les plus difficiles de ma vie, encore plus que ce maudit jour à l'église. Car il me fallait désormais vivre avec les conséquences de mon courage. La ville entière parlait de ce qui s'était passé. Et quand je dis « la ville entière », c'est vraiment toute la ville. Chaque petit déjeuner, chaque conversation dans les commerces, chaque rencontre sur la place tournait autour de cette histoire. Tout le monde ne me soutenait pas, loin de là. Certains applaudissaient mon courage, disaient que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais exposé un monstre. Ils murmuraient « Xénobie a sauvé d'autres femmes. Imaginez combien d'autres il aurait pu violer s'il était resté libre », commentaient d'autres. Ces gens me regardaient avec respect, parfois même avec admiration. Mais il y avait aussi ceux, peu nombreux, qui chuchotaient derrière mon dos comme des serpents. Ils disaient que j'avais détruit ma famille par vengeance, jalousie ou caprice. Regardez ce qu'il reste de cette famille si respectable,
un mort, une folle, des parents brisés. Certains insinuaient, sous couvert de préoccupation, que j'avais tout inventé pour attirer l'attention ou pour échapper au mariage. Je devais chaque jour prouver que j'avais vraiment été violée, comme si le traumatisme en lui-même n'était pas suffisant. Mais c'est ainsi, il y aura toujours des gens pour douter de la victime, remettre en question la douleur d'autrui plutôt que d'admettre que quelqu'un de respecté, admiré, considéré comme exemplaire, puisse être un monstre sous le masque social. Il est plus facile de blâmer la femme que d'admettre son erreur de jugement. Le machisme de l'époque, encore présent aujourd'hui, trouvait toujours le moyen de désigner la victime comme coupable. Elle a provoqué, elle a inventé, elle a exagéré, elle voulait se venger, disait-il, comme si subir un viol était un choix et comme si détruire sa propre vie était un plan malveillant minutieusement préparé. Philémon fut mon port d'attache dans cette tempête sociale, mon île de calme au milieu du chaos. Jamais il n'a douté de moi, pas une seule fois. Au contraire, il m'a soutenu dès le premier instant avec une loyauté qui me faisait pleurer de gratitude. Il me disait que j'étais la femme la plus courageuse qu'il connaisse, un exemple de force et de dignité. Zénobie, tu m'as montré qui tu es vraiment, me dit-il quelques jours après les événements, serrant mes mains avec cette délicatesse infinie qui lui était propre. Et je t'aime encore davantage pour ça. Tu aurais pu te taire, tu aurais pu faire semblant que rien ne s'était passé. Mais tu as choisi de dire la vérité, même en sachant que ça ferait mal. Voilà ce qu'est le vrai courage. Quel soulagement d'avoir quelqu'un à mes côtés qui croyait en moi sans condition. Un homme qui me voyait comme une femme forte, pas comme une victime brisée. Quel bonheur de partager sa vie avec quelqu'un qui comprenait que dire la vérité était un acte de bravoure, pas de folie. Mais se marier immédiatement après tout cela, comme si rien ne s'était passé, était impossible. J'avais besoin de temps pour guérir, pour digérer ce traumatisme, pour séparer le monstre qui m'avait fait du mal de l'homme bon qui voulait m'épouser. Il me fallait réapprendre à faire confiance, à m'ouvrir à nouveau, à croire que tous les hommes n'étaient pas comme Népomucent. Et Philémon l'a compris parfaitement, avec cette sagesse du cœur que seuls possèdent ceux qui aiment vraiment. Nous attendrons le temps qu'il faudra, dit-il sans pression, sans exigence, sans impatience. Quand tu te sentiras prête, vraiment prête, nous nous marierons à notre façon, à notre rythme, avec notre bonheur. Quel homme béni, mon Dieu! Quelle belle âme le Seigneur a placée dans ma vie pendant cette année de reconstruction. Il m'a aidé à surmonter le traumatisme avec une patience infinie, un amour plus efficace que n'importe quel remède. Il ne m'a jamais poussé, jamais fait sentir que j'étais souillée, marquée ou brisée par ce que j'avais subi. Au contraire, il m'a toujours traitée comme un trésor à protéger, avec attention et douceur. Semaine après semaine, mois après mois, j'ai compris que tous les hommes n'étaient pas comme Népomucent. Il existe un amour véritable, une bonté intacte dans le monde. Philémon m'a montré, par de petits gestes pleins de sens, que le vrai homme protège, ne blesse pas. Qu'il respecte, ne domine pas. Qu'il aime, sans violer ni contraindre. Ce furent des mois de reconstruction lente, mais solide, comme quelqu'un qui rebâtit une maison détruite par un ouragan. Brique par brique, sentiment par sentiment, confiance par confiance. Il n'a jamais précipité quoi que ce soit, jamais forcé l'intimité, jamais fait peser sur moi la culpabilité de prendre le temps nécessaire. C'était comme s'il comprenait que je devais guérir à mon rythme, à ma façon. Un an plus tard, en mars 1972, exactement un an après ce cauchemar, nous nous sommes enfin mariés. Une cérémonie intime, simple, seulement avec la famille proche et les amis les plus chers. Pas de foule, pas de faste inutile, rien qui puisse attiser la curiosité morbide ou des commentaires malveillants. C'était dans une petite chapelle, discrète, loin de toute l'agitation traumatisante de la première fois. J'avais choisi une robe blanche, simple mais élégante, sans voile. Le voile m'aurait rappelé ce jour terrible. L'essentiel n'était pas dans l'apparence, mais dans le sentiment véritable. L'amour que nous partagions était authentique, pur, testé par les épreuves. Cette fois, nous commencions notre vie sur la vérité, la confiance et le respect mutuel. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, tout le monde rit doucement. Un rire rempli de complicité, reconnaissant le chemin douloureux que nous avions franchi. Le prêtre, connaissant déjà notre histoire, fit une petite plaisanterie affectueuse. Cette fois, je pense que nous pouvons passer cette partie, n'est-ce pas? Tout le monde ici ne vous souhaite que des bénédictions. Et c'est ainsi, dans une légèreté sincère et une joie profonde, que je suis devenue l'épouse de Philémon. Une vie qui allait durer 53 années bénies.
Une vie qui m'enseignerait que la vérité vaut toujours le combat, que le courage paie, et qu'après chaque tempête vient le beau temps. Les premières années furent riches en apprentissage. J'ai dû réapprendre à faire confiance, à me livrer pleinement. Philémon fit preuve d'une patience infinie, d'une tendresse constante. Il respecta mon rythme, jamais il ne me força, jamais il ne me fit sentir coupable de mes peurs ou de mes traumatismes. Au contraire, il m'aida à reconstruire mon estime de moi. En 1975 naquit notre première fille, Mathilde. Quelle joie immense de tenir ce petit être dans mes bras, de sentir que ma vie avait enfin un sens. 2 ans plus tard, notre dernier, Louis, vint compléter notre famille. 2 enfants merveilleux, élevés dans une maison où l'amour et le respect régnaient. Nous avons cultivé le dialogue, la transparence. Quand ils ont grandi et posé des questions sur l'oncle Népomucen, nous leur avons raconté la vérité, adaptée à leur âge. Nous voulions qu'ils sachent qu'ils pouvaient toujours nous parler, que nous serions toujours de leur côté, quoi qu'il arrive. Mathilde a choisi des études d'infirmière et s'est mariée avec un Italien rencontré à l'université. Aujourd'hui, elle vit en Italie avec son mari et mon petit-fils Nicolas. Chaque année, ils viennent passer Noël ici. Quand ils repartent, ils me manquent terriblement, mais je suis heureuse de la savoir épanouie, construisant la vie dont elle rêvait. Louis, lui, a pris un autre chemin. Il est devenu professeur et a préféré rester ici. Il habite dans le quartier voisin avec sa femme et leurs 2 enfants. Il vient me voir presque tous les jours, surtout depuis que Philémon est devenu plus fragile. Philémon est mon compagnon, mon bras droit. Et voilà, 53 années de mariage heureux. 53 ans. Cela semble peu quand on le vit, mais quand on prend le temps de compter, on mesure combien cette vie a été riche, combien nous avons partagé. Philémon m'a montré que l'amour véritable existe. Qu'un homme digne protège, ne blesse pas. Que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est aussi celui qui reste à vos côtés dans les moments difficiles. Au fil des années, j'ai appris des choses que je veux partager. D'abord, la vérité fait mal, mais le mensonge tue de l'intérieur. Si j'étais restée silencieuse ce jour-là, j'aurais succombé peu à peu, jour après jour. Parler a fait souffrir, a semé la confusion, a bouleversé ma vie, mais ça m'a libérée. Ensuite, la famille n'est pas qu'une question de sang. Mon frère de sang, Népomucen, n'était pas celui qui m'a protégée. Ce sont Philémon, mes amis qui ont cru en moi, ceux qui sont restés à mes côtés. La famille, on l'a choisie aussi. Troisièmement, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste, même en tremblant de peur. À cet hôtel, je frissonnais, paralysée par l'angoisse. Mais j'ai parlé quand même. Parfois, il faut choisir entre la peur et ce qui est juste, et faire ce qui est juste en vaut toujours la peine. Quatrièmement, et peut-être le plus important, tous les hommes ne sont pas pareils. J'aurais pu rester traumatisée par les hommes pour le reste de ma vie, croire qu'ils étaient tous comme Népomucen. Mais Philémon m'a appris qu'il existe des hommes bons, respectueux, protecteurs, capables d'aimer vraiment. Au fil des années, de nombreuses femmes sont venues me parler. Des femmes qui avaient vécu des situations similaires, qui avaient peur de parler, peur qu'on ne les croie pas. À chacune, j'ai dit la même chose. Ma fille, parle. Ça peut faire mal, ça peut compliquer les choses, mais parle. Celles qui se meurent de l'intérieur. Certaines m'écoutaient attentivement, d'autres pensaient que j'étais folle. Comment avez-vous eu le courage, Madame Zénobie? Comment avez-vous pu détruire votre propre famille? Et je répondais toujours, ma fille, celui qui a détruit la famille, c'est lui, pas moi. J'ai juste dit la vérité. Et la vérité ne détruit rien qui vaille la peine d'être conservé. Philémon nous a quittés il y a 3 ans, en 2022. Il est parti en paix, dans son sommeil, sans souffrance. Dans ces derniers temps, il me disait souvent, Zénobie, je ne regrette aucun jour passé avec toi. Ce furent les meilleures 53 années de ma vie. Et moi, je répondais que, même en commençant d'une manière si terrible, nous avions construit ensemble une belle histoire. Aujourd'hui, je vis seule dans cette petite maison, mais je ne me sens pas seule. Les enfants viennent souvent, les petits-enfants me rendent visite, et vous, de l'autre côté de l'écran, vous me tenez compagnie, à cette vieille dame. Je me réveille chaque jour en remerciant d'avoir eu le courage, ce mois de mars 1971, le courage de parler, d'affronter, de recommencer. Je suis Zénobie Chanteloup. Vous pouvez m'appeler Mamie Zéno. C'est l'histoire qui a complètement changé le cours de ma vie. Une histoire qui m'a appris que parfois, la vie nous place à un carrefour où il n'existe que 2 chemins, se taire et mourir à l'intérieur,
ou crier la vérité et renaître. Si vous voulez connaître d'autres histoires de femmes qui ont choisi de renaître, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Je crois que chaque histoire de courage que nous racontons ici peut sauver la vie de quelqu'un qui nous regarde. Et maintenant, je vais préparer un café pour mon Philémon. Ah non, il n'est plus là. Mais je vais le faire quand même, et le boire en pensant à lui, aux 53 années où il ne m'a jamais donné de raison de douter de l'amour véritable. À la prochaine, mes chers. M.